Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue. Comment allez-vous? Mangez-vous bien? Ces deux questions sont anodines mais intimement liées. Plus que jamais, nous sommes attentifs à ce que nous mangeons et nous allons en discuter avec nos experts tout au long de cette rencontre. Une nouvelle rencontre avec l'agence Alimentation Nouvelle-Aquitaine en direct d'un salon dont on va vous parler dans quelques instants. La vraie question, c'est où est le plaisir? Peut-on encore manger avec plaisir tout en étant attentif à son alimentation? C'est ce que nous allons voir pendant cette rencontre, une rencontre que l'on partage avec le vice-président de l'ANA. Bonjour Franz Génaud. Vous nous rejoignez ici. Alors, il y a un peu de brouhaha, c'est volontaire. Nous sommes ici dans les journées de l'alimentation de la santé, du CRIT. C'est un choix que vous avez fait. Vous êtes le directeur aussi de la Fédération des producteurs de fromage de chèvre. Donc, quand on parle de plaisir, on sait où on est. Et vous êtes géographe, chercheur associé. Pourquoi cette rencontre ici aujourd'hui ? Alors, depuis un an, effectivement, l'ANA organise plusieurs rencontres de l'alimentation. Celle de cette thématique sur le goût, le plaisir et la convivialité, pour nous, est importante. L'ANA regroupe et fédère en fait l'ensemble des producteurs, des entreprises agroalimentaires de la région. Et nous avons un travail d'accompagnement à la fois sur les signes de qualité, mais aussi de promotion des produits de notre région. Vous savez que Nouvelle-Aquitaine, c'est plus de 300 signes officiels de qualité, 300 SIQO, c'est la première région en France, donc c'est un travail particulièrement important pour notre agence. Et dans la question polysémique de la qualité, il y a la question du goût, de la convivialité et du plaisir. D'où en fait l'idée d'initiative de cette rencontre et d'organiser en fait une présentation par les chercheurs et les cuisiniers de cette table ronde. Alors justement, vous êtes vous-même chercheur, je le disais tout à l'heure, dans un autre domaine. En quoi justement ce travail qui va être mené et qu'on partage en direct là, sur sudouest.fr et sur tv7.com, ce qui est une volonté de le partager avec le plus grand public, en quoi ça nourrit votre travail et en quoi ça peut nourrir demain une nouvelle formation ou une nouvelle activité au sein de l'ANA ou pour les producteurs ? Tant sur l'accompagnement des producteurs, sur la question de la communication en fait, de leurs produits, sur la qualité en particulier, que sur la question de l'accompagnement. Pour nous, en fait, les compétences, les analyses dont on va bénéficier aujourd'hui avec nos intervenants nous servira dans nos équipes au quotidien auprès des producteurs et aussi sur l'enjeu, je le redis, du lien avec les consommateurs. Le lien producteur-consommateur, c'est un enjeu très important. On entend différentes controverses sur différentes thématiques. Je pense que les intervenants auront l'occasion d'y revenir. Pour nous, en fait, on doit capitaliser sur cette question, y compris du plaisir, du goût et de la convivialité, qui est une autre question que celle de l'origine, par exemple, de la traçabilité ou des savoir-faire, pour lesquels on a une vraie connaissance et une vraie compétence aujourd'hui à l'agence. Merci beaucoup pour ces précisions et on va se retrouver avec des confrères et des consoeurs à vous. Il y a des chercheurs et il y a un chef étoilé, on va vous les présenter tout de suite. Merci donc de nous suivre, vous pouvez poser vos questions sur le Facebook sudouest.fr, on les prendra au fur et à mesure de cette rencontre ou à la fin. Vous pouvez les adresser à quelqu'un en particulier ou mettre une question générale ou un avis, c'est volontairement interactif. Je vous présente nos invités, comme ça vous saurez à qui écrire. Claire Sulmon-Rosset, bonjour, bienvenue d'être ici, on est ravis. Vous êtes une femme de goût au sens propre du terme. Vous êtes en effet directrice de recherche à l'INRAE. Vous travaillez à Dijon, donc quand on pense Dijon, on pense à un produit culinaire fort. Il paraît qu'il n'y en a plus en ce moment, on va en parler peut-être. On le verra au cours de cette rencontre, vos recherches portent sur une meilleure compréhension des facteurs susceptibles d'altérer la prise alimentaire, et ça c'est intéressant. Chez la personne âgée, mais pas que, mais en tout cas on va voir comment on vieillit, comment nos goûts vieillissent, c'est important. Et puis on le verra aussi avec vous, comment on peut peut-être travailler pour conserver une mémoire du goût. Sophie Thiron, merci d'être ici. Vous êtes la deuxième femme, on a une parité totale sur ce plateau ce matin. Vous êtes sociologue du goût et spécialiste des émotions gustatives. Vous êtes rattaché au centre de recherche en sciences sociales, le CERTOP. Alors on est à La Rochelle, je ne sais pas si je peux dire aujourd'hui que c'est à Toulouse, parce qu'on y a passé un très mauvais week-end, mais c'est quand même à Toulouse. En tout cas, avec vous, on va apprendre beaucoup de choses. Professeur Philippe Legrand, vous venez de Rennes, vous êtes directeur du labo de biochimie nutrition humaine. Ça fait peur, mais je vais le dire, vous êtes un expert vulgarisateur. Votre livre le prouve, j'invite les gens à se le procurer. Coup de pied dans le plat, le titre est assez évocateur. Ça sous-entend que vous n'êtes pas toujours forcément d'accord avec tout ce qu'on peut dire sur le bien manger. Et je pense que ça va alimenter aussi ce débat. Notre dernier invité n'est pas le moins connu, certainement pas, qui plus est ici à La Rochelle, mais si Christopher Coutenceau, vous êtes un chef étoilé, 3 étoiles au Michelin, donc la notoriété a largement débordé depuis 2020 au moins de La Rochelle. Vous avez une notoriété nationale, internationale, et vous participez à un travail extraordinaire de protection de la ressource. Vous êtes très attentif à la façon
dont vous vous approvisionnez, et vous êtes même tellement attentif que vous avez enlevé des produits de votre carte dans un 3 étoiles, ce qui est quand même très particulier. Merci donc de nous suivre. On va être là pendant 1h20, 1h30. On compte, je le répète, sur vos questions. On est en direct, il faut le dire, de la 14e édition donc, de ce CRIT, des journées santé et alimentation à La Rochelle. C'est une volonté partagée de s'imposer ici cette discussion dans ce salon. Donc je le dis parce qu'on va avoir des bruits, certainement, des appels, etc. Donc on va faire avec. Et la question, évidemment, c'est peut-on manger sans plaisir? Ça, c'est une question. Par contre, on a une vérité, et j'espère que Philippe Legrand ne va pas me contredire. On ne peut pas vivre sans manger. Peut-on rappeler, tout benoîtement pour le journaliste naïf que je suis, pourquoi c'est important, justement, de manger? Parce qu'autrement, qu'est-ce qui nous arrive si je ne mange pas, que ce soit par rapport aux protéines, aux vitamines? Qu'est-ce qui va me manquer? On va commencer par la base. Effectivement, la vie n'est pas possible sans nutrition, en particulier en soulignant des âges fragiles, la croissance. Nous, à nos âges, on a juste un besoin d'entretien. Et donc, la nutrition est vitale. Hein. Pour mourir, c'est simple, on peut s'arrêter de manger. Est-ce qu'on peut détailler un petit peu justement ces phases d'absorption, de digestion, sans être trop technique? Alors, de manière générale, dans le cadre du sujet, se nourrir, c'est pas seulement assurer les besoins nutritionnels. Il y a des expériences très anciennes qui montrent qu'avec un régime synthétique parfait, supposé parfait, en fait, les gens sont très malheureux psychologiquement et même la digestion, l'absorption ne se passe pas bien du tout. Il y a des diarrhées, il y a des troubles. Donc, ce n'est pas seulement la somme des nutriments nécessaires. Et dans ce cadre-là, le plaisir, la convivialité, les saveurs font aussi partie de la nutrition équilibrée. En plus, on a la chance d'être omnivore, ce qui laisse une ouverture totale à toutes les saveurs. Si on était ruminant, par exemple, on serait quand même limité à notre champ. Alors justement, avec Claire Sulmon-Rosset, qui est votre voisine, tenez bien les micros par le milieu, parce qu'on a des petites antennes en bas qui ça peut perturber la captation, et ça avait été le cas tout à l'heure. Claire Sulmon-Rosset, justement, par rapport au fait qu'on soit omnivore, ce qui est important, parce qu'on est mieux, et surtout pour aller manger chez Christopher, que si on était ruminant, qu'est-ce qui fait qu'on a souvent besoin justement de renouveler nos aliments, et en tout cas qu'on est en quête d'eux? Et ce n'est pas depuis hier, hein, c'est une vieille tradition de l'omnivore. Alors effectivement, nous sommes des omnivores, c'est inscrit dans notre organisme et du coup, nous avons la nécessité pour, on va dire, couvrir l'ensemble de nos besoins nutritionnels, de manger varié. Ça, c'est vraiment indispensable. Et en même temps, ça se traduit par un paradoxe, c'est-à-dire que comme on doit manger varié, élargir notre répertoire alimentaire, on va aussi être souvent confronté à des aliments nouveaux, à tester des nouveaux aliments ou des nouvelles sources potentielles d'alimentation qui peuvent être dangereuses, qui peuvent potentiellement être toxiques. Et c'est là ce qu'on appelle le paradoxe de l'omnivore. On va être poussé à manger varié et en même temps, on va faire attention pour ne pas s'intoxiquer. Alors justement, avec vous, Sophie Thiron, on voit qu'on vient de parler de l'omnivore, on vient de voir qu'on aime bien renouveler ce qu'on mange. Est-ce qu'on peut expliquer justement comment nos sens, nos 5 sens, nous aident à mieux se nourrir, à mieux trouver ce qu'on aime? Est-ce qu'on peut détailler ça et puis voir en quoi ces perceptions sensorielles vont peut-être m'aider à mieux manger et à manger heureux? Alors déjà, je voulais rebondir sur ce qu'ont dit mes deux collègues. C'est le but. L'alimentation, c'est en effet, on mange des nutriments, mais on mange aussi des symboles. Quand on incorpore un aliment, on les incorpore aussi sur le plan symbolique. Et c'est tout aussi important que les nutriments qu'on va avaler. Et puis, manger, c'est aussi se relier à l'autre. C'est aussi le plaisir de partager, de créer une relation, d'être en interaction. Et donc, j'étais tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit. Et sur mes 5 sens. Sur les 5 sens, eh bien, il faut nous apporter... En fait, on va avoir des informations par, évidemment, l'olfaction, la gustation par les bourgeons du goût, mais aussi par l'olfaction, les bruits qu'on va faire quand on va manger, le toucher, la texture de l'aliment. Et donc, tout ça, ça va nous donner un ensemble d'informations qui sont tout aussi importantes les unes que les autres dans la construction du plaisir. Vous êtes en train de me dire qu'on a tous entendu « ne fais pas de bruit en mangeant » et que c'est une mauvaise idée. Alors, on peut faire du bruit en mangeant et que ça participe au plaisir qu'on prend. En tout cas, l'ambiance auditive, c'est sûr, va participer à la manière dont on perçoit l'aliment et au plaisir qu'on prend ou non. Juste sur cette fonction qu'on accompagne, est-ce qu'on peut dire que c'est culturel, le goût? Est-ce qu'on peut dire qu'il y a un apprentissage
ou est-ce que c'est inné? J'aurai la question pour tout le monde et on finira avec le chef. Est-ce que c'est inné ou est-ce qu'un apprentissage? Donc moi, je travaille en sociologie, donc forcément, on estime qu'il y a une part d'acquis et d'apprentissage qui commence dès l'enfance. Par imitation, on va apprendre à aimer ce que les gens autour de nous aiment dès la toute petite enfance, en fait. Et ça va évoluer au cours de la vie par rapport au parcours qu'on fait et aux groupes sociaux dans lesquels on va apprendre ou pas à aimer et à être dégoûté de certains aliments. Alors, on va revenir tout à l'heure sur goût et dégoût. Je vous voyais réagir, professeur Legrand, sur cette notion d'éducation au goût. Oui, sur le goût, moi je ne suis pas compétent, il vaut mieux demander à Claire. Ce que je voulais dire, c'est que l'omnivore, en plus de tout ce qui a été dit, il est incroyablement adaptable. Et ça, c'est une chance. Parce que du coup, pourquoi quand on dit omnivore, ça peut être très carné. Hein. Les Inuits, ils mangent que du poisson. Ça peut être très lacté. En Afrique, les Maasai, ça peut être plus végétarien en Inde. Donc c'est une dernière notion. L'omnivore, c'est une chance. C'est aussi un statut physiologique. Mais c'est très adaptable. Donc on paye tout. L'accès au goût, l'adaptabilité et puis la prise de risque. C'est-à-dire tout nous est accessible, mais tout ne nous convient pas. Alors c'est une superbe transition sur cette adaptabilité. Effectivement, à la naissance, on a très peu de préférences innées. En fait, il semble qu'on ait une attirance innée pour le goût sucré et une aversion innée pour le goût amer. Mais même ça, c'est pas inscrit à vie, comme en témoignent les nombreux amateurs de produits amers que sont la bière ou le café. Ça peut changer. En fait, nos préférences et nos aversions alimentaires, elles se construisent tout au long de la vie. Vraiment, c'est quelque chose qui va s'apprendre et c'est de là que cette flexibilité, cette adaptabilité, elle était très grande. Nos préférences et nos aversions alimentaires vont s'acquérir, vont s'apprendre et vont évoluer tout au long de notre vie. C'est vraiment quelque chose de fondamental. Il y a quelques grands mécanismes, effectivement, d'apprentissage des préférences et des aversions alimentaires. Et effectivement, comme l'a dit ma collègue, c'est tout ce qui est lié à l'apprentissage par mimétisme. Je vois ce que mangent les autres. Il y a aussi les apprentissages culturels. Je vais apprendre à aimer ce qui est défini comme comestible dans ma culture. Et puis, je vais apprendre à associer ce que je mange à des événements positifs ou négatifs. Si, par exemple, je mange un aliment qui me rend malade, eh bien, je vais développer une aversion très profonde pour cet aliment. Mais à l'inverse, si je mange un aliment dans un contexte positif, eh bien, je vais apprécier cet aliment. Qu'est-ce qu'on peut dire justement de cette formation, de cet apprentissage? Je vais en parler après avec le chef qui est fils de chef, parce que c'est là aussi qu'il y a de l'apprentissage et de la transmission. On peut transmettre ça à nos enfants ou malgré tous nos efforts, ça ne marchera pas entre guillemets, c'est de l'auto-apprentissage. Qu'est-ce qu'on peut dire de ce rapport à l'aliment et au goût? Alors c'est une excellente question. En fait, on a montré qu'il n'y avait pas tant de corrélation que ça entre les préférences et les aversions des parents et ceux de leurs enfants. C'est pas si simple parce que ça se joue vraiment à l'échelle d'une culture et je pense que ma collègue en parlera beaucoup mieux que moi. Donc on va dire que c'est pas parce que moi en tant que maman j'aime certains aliments que mes enfants vont automatiquement les aimer. Par contre, ce qui est important pour apprendre, pour avoir un régime alimentaire varié, c'est y être confronté. En fait, il y a un mécanisme très simple qui s'appelle l'exposition répétée. Le simple fait d'être exposé régulièrement à un aliment va faire qu'on va se familiariser à cet aliment et on va l'apprécier souvent de plus en plus. Donc l'enjeu pour moi, il est là, c'est offrir la possibilité de pouvoir goûter beaucoup de choses différentes, de textures, de goûts, d'arômes, de parfums différents. D'un point de vue sociologique, et j'arrive tout de suite à vous, Christopher, est-ce qu'on a toujours l'impression de dire les jeunes d'aujourd'hui, les enfants d'aujourd'hui mangent moins de choses, ont une alimentation moins diversifiée? Est-ce qu'on a une étude aujourd'hui qui nous permet de dire ben non, c'est l'inverse, et ils ont une ouverture d'esprit et gustative différente, ou est-ce qu'on ne le mesure pas? Alors, ce qui est sûr, c'est qu'en effet, ça évolue. Les préférences alimentaires au cours des générations, comme vient de le dire Claire, c'est construit et ça évolue avec la société. Donc forcément, les jeunes générations n'ont pas les mêmes habitudes que nos aînés. Mais oui, ce que je voulais dire sur l'importance
l'importance du contexte, Oui. que ce que Claire vient de souligner, c'est très important. En fait, on dit que pour aimer un nouvel aliment, il faut au moins 7 fois être exposé 7 fois avant de l'aimer. Et concernant les préférences des générations supérieures et de jeunes générations, en fait, on a quand même des études en sociologie qui montrent que plus les parents mettent de l'importance, par exemple, à faire en sorte que leurs enfants aiment les légumes verts, plus ils vont avoir tendance à... que certains parents, en fait, mettent l'accent sur ça. C'est-à-dire qu'ils vont répéter l'exposition aux légumes verts, ils vont faire en sorte que ce soit dans un contexte positif, ce qui va mener à associer à ces légumes verts une émotion positive. Alors, on a un excellent exemple d'exposition, peut-être aux légumes verts, mais en tout cas aux produits de qualité. Christopher Coutenceau, on le rappelle, un établissement qui a pris une 3e étoile il y a 2 ans. Mais votre enfance, déjà, c'était chez un papa étoilé, Richard Coutenceau, qu'on salue. Votre enfance, c'était même d'aller déjà au marché, voire à la criée avec votre grand-père. Est-ce que vous avez l'impression que votre expérience personnelle, et on parlera après de ce rapport au goût, a nourri justement votre culture gustative? Est-ce que vous dites aujourd'hui, je suis l'enfant d'eux ou le petit-fils d'eux grâce à eux? Oui, non, mais c'est vrai, on est comme tous les autres enfants, mais je suis d'accord avec vous sur le côté répétition. Par exemple, petit, je n'aimais pas les huîtres, qui est un produit qui est un peu spécial, mais à chaque fois qu'il y a des fruits de mer, mon père me dit « t'en manges au moins une ». Et aujourd'hui, j'adore les huîtres, donc ça fonctionnait. Mais je pense que l'évolution sur notre jeunesse, en parlant de répétition pour goûter les produits, mais ça vient aussi de la cantine. Alors, parce qu'on parle des développez. parents. Un enfant aujourd'hui, ça fait combien de repas chez les parents? Il mange autant de fois à la cantine qu'à la maison. Et ma fille est au collège, quand je vois ce qu'on lui donne à manger, c'est tout simplement inacceptable. Non, mais Comparé vrai, à ce qu'on mange chez vous. Stéphane, quand on fait des pâtes, qu'il y a 1 centimètre d'eau dans le fond de l'assiette, il n'y a pas un pet de beurre, qu'il n'y a pas un pet de sel, comment veux-tu faire aimer la cuisine et la nourriture aux enfants? Sauf que c'est des millions d'enfants qui sont nourris tous les jours comme ça, par exemple. Qu'est-ce qu'on peut faire, puisqu'on est sur le goût, justement, éducation du goût? Allez, on ouvre la parenthèse avec vous, Christopher. Qu'est-ce qu'on peut faire, justement, pour la transmission? Je sais que vous avez eu une action il n'y a pas longtemps avec une classe qui, je crois même, porte votre nom dans le département voisin des Deux-Sèvres, cher ce département au vice-président de l'ANA. Qu'est-ce que vous faites, vous, comme transmetteur? Qu'est-ce que vous faites comme média, justement, de ce goût? Écoutez, donc ils ont donné le nom Christopher Coutenceau à une classe à Mosée-sur-le-Mignon. C'est ça. Donc c'est encore une petite classe, un collège de campagne, hein, où il y a encore 2 cuisiniers qui travaillent avec les produits locaux autour d'eux, qui transforment, qui prennent le pain chez un vrai pain au levain, chez le boulanger. C'est pour ça que je parle des cantines et que ça a son importance aussi, parce que l'école a un rôle éducatif et pédagogique. Pas que écouter les cours, mais aussi comment nourrir un élève pour qu'il puisse tenir une journée, pour que la croissance fonctionne correctement, pour qu'il n'ait pas trop d'allergies non plus, parce qu'en tant que chef de cuisine, c'est tous les jours aujourd'hui. Personne allergique à 5-6 produits, au gluten, il faut se plier à tout ça. C'est de plus en plus compliqué. Et je pense que voilà, faut remettre la cuisine, faut travailler avec les produits et les artisans de nos régions, de proximité, expliquer ce que c'est, comment ça pousse, travailler un peu Alors sur ça, la on va y culture de notre revenir pays. parce que vous faites un vrai travail en salle aussi avec votre associé et chef de salle, Nicolas, qui travaille énormément brossard avec vous et qui était le sommelier de l'établissement. Racontez-nous quand même cette éducation que vous avez eue entre le grand-père qui vous emmenait à la criée avant d'aller à l'école, ce qui est une histoire vraie, et puis votre papa qui vous a accueilli très longtemps dans la cuisine. En quoi cette transmission-là, elle compte aujourd'hui dans ce que vous êtes? Ben voilà, c'est l'apprentissage d'une culture, d'un terroir sur lequel on vit et on profite. Donc c'est mon grand-père qui faisait le marché de poissons pour le restaurant de mes parents. Donc on habitait beaucoup chez mes grands-parents parce que mes parents finissaient vers minuit, 1h du matin. Donc avant d'aller à l'école, crier, marché de poissons pour le restaurant. En même temps, on achetait les appâts pour pêcher le soir. Mais tu vois, rien que les appâts pour pêcher le soir, on est déjà sur la saisonnalité. On développe, on y va. Si tu veux pêcher un maigre en ce moment, moi je dirais début juillet parce qu'il faut les laisser pondre, et il va manger les petites sèches. Le poisson sera sur la saisonnalité. Tu peux lui présenter un autre appât qu'il a l'habitude de manger. Si ce n'est pas la saisonnalité, tu ne pêcheras pas le poisson.
Alors, on est dans le sujet et alors on a évidemment votre ouvrage qu'on montrera aussi tout à l'heure, qui est ici, que j'essaye de montrer la bonne caméra, tout à fait, puisque la signature Christopher Coutenceau aujourd'hui, c'est cuisinier pêcheur, puisque vous êtes, et on en parlait à l'instant, pêcheur. On vous a suivi à la Criée de la Rochelle, on regarde ça ensemble et on se retrouve. N'hésitez pas pendant ce temps-là, vous envoyez des questions, vous nous sollicitez, à tout de suite. Ouais, bah voilà, c'est ça qu'il me faut. Ça, c'est bien, tu vois. Ça, c'est la 32. Ah, bah il m'en faut de ça. Allez, pour les consommateurs qui vont nous regarder, qui vont suivre la conférence, etc., est-ce que tu pourrais nous donner, alors, pas dans le détail, mais 2-3 conseils qui, même pour moi, naïf comme je suis, peut m'aider à mieux choisir un poisson quand je vais chez Bien mon sûr. poissonnier? On va prendre par exemple la dorade royale ou le bar. Premier aspect qualitatif. On le prend, il reste droit, ferme. Bon, ça, chez mon poissonnier, je ne vais pas le faire. Hein. Voilà. Les ouïes, Ok. bien rouges, Ouais, on ne commence pas à devenir marron. ouais, La brillance du poisson, ouais, on voit que c'est un poisson qui sort de l'eau, hein, il est bien brillant. On le touche, il a encore son mucus, ouais. donc ultra frais. La fermeté au toucher. Mhm. Bon, alors, tu as oublié de me parler de le seul repère que je connaissais bêtement comme Les consommateur, c'est il paraît que c'était l'œil qu'il fallait regarder. On n'en fait rien de cet œil? Ben si, bien sûr, hein, mais c'est comme la brillance du corps. Hein. Quand on voit encore les reflets argentés, Ok. l'œil comme s'il sortait de l'eau, encore bien brillant, D'accord. encore frais. On commence là encore le consommateur, et je crois qu'il y a beaucoup de travail qui est fait. On y participe aussi sur TV7, sur Sud-Ouest, sur cette notion de circuit court. On a plus de mal à la comprendre, le circuit court en mer, parce que c'est les poissons qui se déplacent. Comment on va dire, j'achète du poisson circuit court? Est-ce que je vais au cul du petit bateau? Est-ce que je demande à mon poissonnier d'où il vient? C'est quoi ma référence? Et il y a les deux. Hein. S'il y a de la vente en direct au cul du bateau, il faut y aller. Ouais. Parce que ça évite aussi certains intermédiaires. Ouais. Comme ça, l'artisan s'y retrouve aussi. Et puis, nous, en tant que professionnels, on a la chance d'avoir une criée. Donc, on vient à la criée parce que c'est de la pêche du corolleur. Hein. C'est le petit bateau qui s'en va à 2 h du matin et qui revient à 6 h. Et le vrai artisan, mais c'est ça. C'est redonner aussi les lettres de noblesse à chaque corps de métier. Ouais. Un vrai poissonnier doit être sur la saisonnalité, la qualité, le conseil. Ça, c'est du chinchard. Moi, tous les C'est pas le poisson qui fait envie, on est Ah d'accord? bah non, mais Chachard. tous les copains qui pêchent vont vous dire c'est du poisson pour les chats. C'est ça. Sauf que c'est un poisson qui ne supporte pas la cuisson. Parce qu'il sera fibreux, pailleux. Mhm. C'est un poisson qui se mange cru. D'accord. Famille des Tonidae, rempli d'oméga 3, espérance de vie très courte, très sain pour la santé. Et cru, soit en sashimi, carpaccio, tartare, tout simplement magique. Allez, la dernière, on va rejoindre ta brigade et la cuisine. Qu'est-ce qu'on va retrouver, qu'on a ici et qu'on va retrouver et dans la cuisine et qu'on va retrouver sur la table de tes clients heureux de midi? Eh ben, on va retrouver de la sèche, on va retrouver du turbo, on va trouver de la sardine. Là, on commence à fouiner un petit peu pour les jours à venir, pour les petits chipirons, pour les petits casserons, pour les tailles Tu de dis on sèche. fouine parce qu'on est en début de saison? Non, pour avoir l'approvisionnement, parce oui. que les ressources font que c'est de plus en plus compliqué. Hein. Moi, je me souviens petit, les premières fois que je suis venu à la criée, les pièces étaient remplies de bacs par terre, et avec des poissons de taille exceptionnelle. Et là, aujourd'hui, c'est un combat. C'est un combat, pourquoi? Parce que y a des poissons qui sont comme ça. Là, ça, c'est des poissons qui ont 2 ans et demi, qui ne sont jamais reproduits, et puis la pêche intensive. La pédagogie, vous l'avez, Christopher. Par contre, comment vous faites passer le message par vos équipes pour faire passer le message et qu'il soit accepté à des clients qui viennent en plus avec une gourmandise, avec des moyens et qui ne vont pas forcément comprendre qu'il n'y a pas le poisson qu'ils ont envie de manger? C'est nos serveurs. Nos serveurs sont nos commerciaux pour expliquer le plat, pour expliquer l'histoire, pour expliquer la démarche du restaurant, de notre cuisine, la philosophie. Et voilà, tout simplement, nos serveurs expliquent aux clients que c'est une cuisine sauvage. Là, les coquillages, poissons, ça nageait encore à 2-3 heures du matin. Et on explique tout ça, quoi, toute cette démarche. Est-ce que cette volonté de faire une pêche durable, d'avoir des produits durables, n'est pas quelque chose qui va nuire au plaisir de manger et à la qualité de ce que je vais pouvoir trouver, justement? Et non, justement, ça embellit et ça amplifie le plaisir de manger. C'est-à-dire que le manque donne encore plus envie de retrouver le produit. Et tu vas me répondre sincèrement, si tu manges tous les jours et toute l'année de la langoustine, est-ce que tu vas prendre autant de plaisir
que si tu en es privé 6 mois et que tu vas recommencer à en manger 6 mois après. Je sais que tu auras plus de plaisir en étant privé pendant une période de l'année que d'en manger tous les jours. Et tu sais, c'est comme la pêche. Hein. Si je pouvais aller à la pêche tous les jours, je prendrais moins de plaisir que si j'en suis privé, que j'y vais une fois par week-end. Merci, on vous retrouve en direct ici sur le plateau TV7 Sud-Ouest. Merci de nous suivre. On a une question, on va la garder, c'est plus une réflexion, c'est des gens, et on va en parler tout de suite aussi, qui disent manger mieux et manger avec plaisir, c'est très bien, mais ça coûte plus cher. Et ça tombe bien parce qu'on vient de faire la criée avec Christopher. Juste préciser, ce n'était pas juste pour les caméras de TV7 et de Sud-Ouest, c'est quelque chose que vous faites tous les matins. Et j'aimerais qu'on parle de ça parce que là, on vient voir un exemple avec un poisson qui est effectivement un poisson pas cher. Et je sais que vous avez une sardine. Alors évidemment, aux 3 étoiles, elle n'est peut-être pas dans les possibilités matérielles de tous ceux qui nous suivent. Mais il y a un conseil, par exemple, avec la sardine, qui est un peu la sardine de votre grand-mère. Et en gros, la sardine qui n'est pas chère, on peut la cuisiner chez soi. Bien sûr, donc l'être humain a créé le poisson noble et pas noble, hein, parce que c'est pas la nature qui a mis ces mots sur les choses. Alors la sardine, comme le chinchard, hein, est un poisson pas noble. Bah, si, très compliqué à travailler, très fragile, très sain pour la santé, avec une espérance de vie assez courte, qui stocke très peu les plombs et mercure des océans, vitamines 4, 5, 6, oméga 3, un goût qu'on va reconnaître parmi 1000. Beaucoup plus facile de travailler un bar de 3 kg que de travailler une caisse de 3 kg de sardines, hein, parce qu'à 3 ou 4, c'est toute une matinée de travail dessus. Et pourquoi la sardine? On parlait d'éducation et de culture. L'été, chez mes grands-parents, ma grand-mère coupait le ventre au ciseau, la tête, vidée, rincée à l'eau, séchée, posée sur un torchon. On les prenait par la queue, on déchirait, on cassait l'arête, on déchirait sur une tartine de pain beurre, quelques gouttes de jus de citron, fleur de sel, poivre, et on les mangeait crus comme ça en entrée. Et après, mon grand-père les faisait griller pour le plat. Donc on a créé, nous, la sardine de la tête à la queue, où on va manger les écailles pour apporter le croustillant, l'arête bien crispy aussi, qui apporte un côté de sardine torréfiée et la texture au plat. Filet mariné, tartare de sardine, vinaigrette de tête de sardine et un filet grillé. Donc tout le poisson est utilisé, zéro déchet. Alors on ne fait pas ça pour dire on ne jette rien, hein, loin de là. C'est que mon grand-père était éleveur de cochons dans la région, tout est bon dans le cochon. Et tout est bon dans le poisson aussi. Ça rime. Philippe Legrand, je vous ai vu presque vous lécher les babines, si je puis me permettre cette expression très cavalière. Il a cité les oméga 3, il a cité plein de choses, Christopher. C'est-à-dire que là, on est en train de parler de plaisir, mais on est aussi en train de parler d'alimentation équilibrée. Moi, j'aimerais bien vous entendre justement sur ces produits qui sont concernés aujourd'hui, parce qu'on a l'impression qu'aujourd'hui, c'est pas bon, bon, pas bon, bon. En fait, on n'a pas une vision manichéenne de l'alimentation aujourd'hui. Si, tout à fait, mais ça s'améliore nettement. Je pense que la question de la surmédicalisation de l'alimentation, elle est un peu dépassée au sens où il y a ce qui se passe dans les hôpitaux. Il faut une nutrition adaptable aux ceux qui sont malades cardiovasculaires, hypertension, allergies, tout ça c'est du sérieux. Mais ça ne sort pas beaucoup du milieu des professionnels. Par contre, ce qui sort et qui touche le grand public en médicalisation, c'est l'éducation aux excès. Donc, si on mange plus qu'on ne dépense, surtout à l'âge adulte, ce qui n'est pas vrai pour ceux qui sont en croissance, effectivement, on rentre dans le risque. Diabète de type 2, obésité, etc., etc. Mais ça, c'est bien passé quand même. Et ça n'a jamais, scientifiquement ou médicalement, été associé à de mauvais aliments ou à des évictions. C'est simplement quantitatif. Et de ce point de vue-là, il ne faut pas mélanger l'aspect quantitatif avec le fait de commencer à dire ça c'est bon, ça c'est pas bon. Pourtant, Philippe Legrand, si j'ai mon application, qu'on ne va pas citer, mais on va le dire quand même, qui est Nutri-Score dans mon téléphone, elle ne va pas savoir si j'ai mangé 2 tablettes de chocolat ou qu'un carré de chocolat. Elle va me dire, attention, chocolat, ça clignote. Donc ça, on est quand même dans un monde où on me dit, mange ou mange pas. Eh bien, c'est peut-être parce que ce n'est pas une vision complète non plus. C'est-à-dire que les pathologies, la prévention ne nécessite pas l'éviction. C'est ça qu'il faut voir. Et personne en science ne dit ça. Alors après, il faut aussi que, c'est le cas du Nutri-Score, il y ait des actions vers l'éducation alimentaire. Là, on n'est pas dans le glamour du sujet d'aujourd'hui. Mais l'éducation alimentaire, elle doit aussi être faite. Donc un Nutri-Score qui commence à mettre des plus et des moins, des rouges et des verts sur les aliments, c'est une information intéressante, mais pas plus que ça non plus, parce que si ça doit conduire, par contre, à ce que la prévention aille jusqu'à l'orthorexie, à l'éviction de tas de nutrition, alors c'est pas un bénéfice santé. Et puis pour le sujet d'aujourd'hui, là, c'est fini, c'est pas glamour, il y aura pas de... Alors, moi, je pense qu'on reste dans le glamour. Juste un petit mot, orthorexie, c'est juste, on le rappelle, c'est l'obsession de manger sain. Et c'est effectivement, c'est une obsession en ce moment de la société.
où je trouve qu'on reste dans notre sujet, si vous êtes d'accord pour continuer avec moi, Philippe Legrand, c'est qu'on a l'impression que des fois on se prive, et du coup on se prive de plaisir. Donc comment je reste attentif, avec Nutri-Score ou pas, à ce que je mange, en gardant du plaisir? Parce que vous faites quand même partie de ces gens qui nous disent attention, c'est l'excès, c'est ce que vous venez de dire, qui nous fait mal, c'est pas le produit. Comment je me régule, comment je sais ce qu'il me faut et ce qu'il ne me faut pas? Bon, je n'ai pas forcément de solution toute faite, mais si le message de prévention, encore une fois, hein, pas les pathologies, mais la prévention, c'est de tout en quantité modérée. Eh bien, il y a un allié pour ça, c'est le bon sens. Et puis, le principal organisateur de ça, c'est le chef, c'est-à-dire le fait qu'on mange de tout pour ne pas se priver de saveurs, d'alimentation, pour le plaisir, pour le caractère omnivore aussi. Donc, ne confondons jamais la quantité avec le fait que le spectre doit être aussi large que possible. C'est celui de l'omnivore et de l'omnivore qui apprécie la bonne nourriture. Allez, un petit mot, parce qu'on se prive souvent, et chez le petit-fils de l'éleveur de cochons, on nous dit toujours le gras du jambon, c'est pas bon. Vous ne faites pas partie de cela. On vous a même baptisé à un moment le grassologue. Je ne sais pas si vous le revendiquez encore, mais on disait que vous étiez celui qui disait oui, vous pouvez manger du gras. Ça nous fait plaisir, on est d'accord. Hein, mais... Oui, mais les lipides, c'est comme le reste, c'est-à-dire, première remarque, il y a des lipides indispensables, c'est les acides gras auxquels a fait allusion Christopher, les acides gras oméga 3, qui ont un rôle important de prévention à très long terme des maladies neurodégénératives. Et il y a des lipides moins indispensables qu'on fabrique à partir des glucides, même à partir de l'alcool. Mais en tout cas, il n'y a pas de lipides mauvais. Il faut essayer de distinguer ce discours qualitatif qui, de ce fait, n'apporte pas grand-chose et n'a pas vraiment de sens scientifique, du discours quantitatif. Et là, il n'y a pas besoin ni de Nutri-Score, ni d'avoir fait des études en nutrition comme sur ce plateau, pour dire que le bon sens, c'est si le chocolat c'est bon, clairement la tablette entière, on le sait, on le sent. Le bon sens est l'allié de la nutrition en sciences, ça c'est clair. Claire Simon-Rosé, je vous voyais accisée, donc ça veut dire qu'il y a sûrement un moment de partage. Qu'est-ce qu'on peut dire justement par rapport à ça, sur cette autorexie qui est un petit peu aujourd'hui dans toutes nos discussions, dans toute notre façon d'acheter, de consommer? Qu'est-ce que vous répondez à ces faits de société? Alors, je suis complètement d'accord avec ce que vient de dire Philippe. Et bon, pour moi, cette relation entre plaisir et nutrition, ça évoque des travaux qui ont été faits par mes collègues. Donc, en fait, elles ont travaillé avec des enfants de 6 à 12 ans et elles ont regardé si ces enfants avaient plutôt une attitude nutritionnelle de l'alimentation ou plaisir. Donc, elles ont fait des tests où elles proposaient des triades d'aliments, par exemple pain, pâtes, sauce, et elles demandaient aux enfants de retirer l'intrus. Si vous avez une vision plutôt plaisir, vous allez retirer par exemple le pain et garder pâtes, sauce. Si vous avez une vision plutôt nutritionnelle, vous allez retirer sauce et garder les deux féculents, pain, pâtes. Elles ont fait une série de mesures et elles ont observé effectivement qu'il y avait des enfants qui avaient plutôt des attitudes plaisir et d'autres plutôt des attitudes nutritionnelles. Ensuite, elles ont placé ces enfants devant un buffet de goûter et ce buffet contenait des bonbons, des fruits et différentes propositions. Et elles ont observé que les enfants qui avaient plutôt une attitude plaisir choisissaient en moyenne une portion de fruits en plus par rapport à ceux qui avaient plutôt une attitude nutritionnelle. Donc avoir une attitude très nutritionnelle, une vision très nutritionnelle de l'alimentation, c'est pas forcément profitable finalement pour avoir un bon régime. Et une attitude plaisir, eh bien, semble être un très bon levier. Mais je rejoins complètement ce que disait Philippe, c'est avant tout du bon sens et manger un petit peu de tout ou manger varié, mais pas en quantité excessive. Sophie Thiron, par rapport justement à ces observations, du côté justement du lien entre le gustatif et l'excès ou pas excès, comment vous positionnez sur ce que vous faites en recherche? Je suis 100% d'accord avec ce qui vient d'être dit. Pour peut-être complémenter, au niveau international, il y a des études qui ont été faites, notamment entre la France et les États-Unis, pour montrer que aux États-Unis, on a une vision plutôt nutritionnelle, comme vient de le dire Claire, de l'alimentation, là où en France, on met l'accent sur le plaisir, dans le rapport à l'alimentation en général. Et en fait, on montre que quand on a cette vision où on oppose assez systématiquement le plaisir et la santé, ça va créer des frustrations et finalement, ça n'aide pas du tout à la régulation des comportements alimentaires. Alors qu'en France, quand on va penser peut-être plus facilement plaisir et alimentation et santé ensemble dans un tout, finalement, on a un rapport beaucoup plus simple à son alimentation. C'est-à-dire, si j'enlève le plaisir de l'alimentation, je me nourrirai moins bien.
Ça veut dire en tout cas qu'on va rentrer dans des mécanismes où on va commencer à compter et dans un comportement qui finalement est peut-être beaucoup moins sain parce qu'on rentre dans des complications psychologiques aussi, on va créer des frustrations que finalement quand on se fait plaisir, tout en bien sûr ça reste un plaisir entre guillemets normé ou en tout cas qui est moralisé, hein, il est toujours utilisé à des visées de santé, mais que c'est plus simple oui pour réguler ces comportements. Claire Simon-Rosé, vous avez parlé d'études sur les enfants. Les gens qui nous suivent sont peut-être un peu plus âgés, mais ils ont des enfants, mais on va parler des gens plus âgés. En quoi ce bien manger, cette notion de plaisir, est un facteur du bien vieillir? Et je sais que vous avez beaucoup travaillé sur cette notion. Alors là, je voudrais commencer par citer un chiffre. On a demandé à des personnes de plus de 70 ans de classer parmi 8 propositions pour leur alimentation celle qui était la plus importante. Donc ils avaient des aliments bons au goût, des aliments bons pour la santé, tendres, faciles à manger, bon marché, pratiques, etc. Pour 90% des personnes interrogées, donc c'était une population quand même de près de 500 personnes, c'est le premier des aliments bons, savoureux, qui donnent du plaisir. Donc effectivement, le plaisir à manger, il est vraiment important jusqu'au bout de la vie. Alors on a vu Christopher avec ses 3 étoiles nous raconter avec beaucoup d'émotion et nous faire saliver les sardines de sa grand-mère et de son grand-père. Est-ce que nous, tous ici, et les personnes que vous avez pu voir à travers ces études, et je pense aux gens qui ont peut-être du mal à un moment à cause du grand âge, ont besoin de retrouver des goûts de leur enfance? On dit souvent, c'est la Madeleine de Proust, c'est la crème au chocolat de ma grand-mère, les chefs font ça quelquefois sur les cartes. Est-ce que ça, c'est du marketing ou est-ce qu'il y a une réalité concrète? Est-ce que nos souvenirs d'enfance font que c'est meilleur? Alors, c'est une excellente question et scientifiquement, elle amène à plein de réponses. La première, c'est que notre système olfactif est intrinsèquement très lié aux émotions, plus que d'autres systèmes. Il y a des connexions très directes entre finalement l'olfaction et le centre des émotions dans le cerveau. Et effectivement, des souvenirs olfactifs sont capables de générer des émotions beaucoup plus puissantes que des souvenirs purement visuels ou purement auditifs. Là, effectivement, ça a été prouvé dans la littérature. Les souvenirs évoqués par les odeurs et donc par les aliments sont extrêmement riches en émotions. Ça, c'est un premier élément de réponse. Et c'est directement l'expérience de la Madeleine de Proust qu'on peut tous vivre ou de la sardine de Christopher. Mais n'oublions pas ce qu'on a dit au début, c'est-à-dire que nos préférences et nos aversions évoluent tout au long de notre vie. Et il y a une sorte de remise à jour permanente, c'est-à-dire que je suis confrontée, par exemple, à du jambon qui est fabriqué selon des nouveaux process aujourd'hui. Je vais m'habituer à un nouveau goût du jambon. Et je ne vais pas forcément avoir beaucoup de plaisir à manger le jambon dont j'avais l'habitude quand j'étais enfant. Donc il y a cette ambiguïté ou cette ambivalence où les aliments vont générer des souvenirs pleins d'émotions, mais il y a aussi une remise à jour permanente qui fait qu'on s'habitue finalement à ce qu'on a dans notre assiette à l'instant T. Professeur Philippe Legrand, puis je viens vers Christopher après. Alors c'est d'autant plus important chez les personnes âgées de leur garantir un accès au goût, un accès au plaisir, qu'en plus ils rentrent dans des âges un peu délicats en nutrition, c'est-à-dire il y a de la dénutrition. Dans les EHPAD, il y a de la dénutrition en protéines, alors qu'il y a tout ce qu'il faut dans le plateau, mais ils ont moins de dents. On parle de dénutrition de la part de la personne, on ne parle pas des scandales récents où on nourrissait mal dans les EHPAD. Parce qu'on a déjà fait le procès des collèges de Charente-Maritime, je ne voudrais pas qu'on assassine les EHPAD maintenant. Il y a tout ce qu'il faut dans les plateaux, que les choses soient claires. Il y a tout ce qu'il faut dans les plateaux, mais parce que l'humeur est triste, parce que les dents sont un peu parties. Ouais. Du coup, c'est difficile de garantir le statut protéique des personnes âgées. Donc, raison de plus pour prendre ce volant du goût et du plaisir, pour rehausser de manière un peu nutritionnelle, finalement, le respect de leurs besoins. Philippe, il faudra tenir le micro au milieu. Christopher, on vient de parler de l'évolution du goût, on vient de parler de nos Madeleines de Proust. Pourtant, votre job aujourd'hui et votre talent, ça a été de réinventer, de créer. Comment justement cette notion de plaisir, elle intègre votre quête? Est-ce que c'est le moteur? Est-ce que c'est l'esthétique? Où est le plaisir dedans? Non, vous savez, on commence à manger une assiette, c'était la première question, hein, avec les yeux, le nez, les oreilles, si ça crépite, si ça chauffe encore, et on finit avec la bouche. Et c'est vrai que pour un chef de cuisine, le plus important, c'est de construire sa palette en fait, de saveurs dans sa tête,
pour savoir avec quoi on peut allier, jusqu'où on peut allier les saveurs et les goûts, les textures. Parce qu'on parle du goût, mais il y a aussi les textures qui sont très, très importantes. Mais vous savez, le plus compliqué dans la vraie cuisine, c'est les bases. Les bases d'une sauce, même si on est au XXIe siècle, ça ne changera pas la façon de la faire. Le vrai goût d'un poisson, avec ses saveurs iodées, comme on expliquait, avec son mucus, tout ça, ça ne changera pas. Un poisson restera un poisson, il est arrivé sur Terre bien avant nous. Ouais, mais ça, c'est très modeste, Christopher Coutenceau, nous dire ça. Vous voulez dire le produit, le produit, le produit. Mais ce produit, justement, si moi je l'achète au même endroit que vous, malheureusement pour mes invités ou même pour moi-même, je ne vais pas avoir lui donner le goût que vous allez lui donner. Comment vous intégrez ce moment de dire je vais transcender ça? Et est-ce que le moteur, j'y reviens, c'est le plaisir ou c'est la technique? Et, les deux, le plaisir et la technique. Mais vous savez, c'est comme le métier de joaillier. Quelqu'un qui va s'acheter une bague, il va choisir déjà une pierre. Il a déjà l'idée dans son esprit. C'est comme quand on vient chez nous au restaurant. Tu auras envie de langoustine parce que tu n'en as pas mangé la veille ou d'un autre poisson. Tu as déjà ton envie. Et après, on construit l'écrin pour mettre en valeur cette pierre. Mais le produit restera un produit naturel. Que ce soit un poisson, un légume, même juste un bouillon aussi. Mais ça, c'est la cuisine aussi d'antan. Après, les techniques se sont modernisées avec le matériel. Mon père a commencé son apprentissage, il allumait le fourneau, c'était au charbon de bois. Ouais. Aujourd'hui, on est tout électrique, au degré près. Mais la matière première restera toujours une matière première qu'on connaît depuis tout le temps. Alors cette matière première aujourd'hui... Et pour finir, Stéphane, quand je travaillais pour Robuchon, c'est ce qu'il me disait, le plus compliqué pour un grand chef, c'est de réussir à faire simple. Le palais, quand on mange, 3 saveurs maximum dans une assiette. Parce qu'autrement, ça part dans tous les sens et on perd le goût originel du produit. Et en fait, ce que moi, je cherche à conserver et à retranscrire dans mes assiettes, c'est le goût originel du produit. Vous me disiez que le jambon avait changé de goût par rapport au jambon dans le temps. Je le confirme. Mon grand-père était éleveur de cochon. Aujourd'hui, le jambon... tiens. Christopher, on parle aussi d'évolution, on vient de parler de Nutri-Score, on vient de parler d'évolution de cette volonté de manger sain, etc. Est-ce que vous êtes volontairement ou malgré vous obligé de l'intégrer dans la conception des plats et dans la carte? Vous parliez tout à l'heure des allergies, vous parliez des attentes. Est-ce qu'aujourd'hui, par exemple, vous êtes obligé de faire du plat vegan ou vous dites non, s'ils sont véganes, ils viendront trouver que les légumes chez moi? Comment vous vous positionnez toujours dans votre démarche de chef, de création de plats régulièrement? Comment vous intégrez ces nouvelles tendances? Moi, j'intègre rien du tout. Moi, je fais la cuisine comme moi j'aime manger, comme j'aimerais trouver le plat. On vient chez une personnalité, chez un chef. Dans le temps, on était des aubergistes, on recevait les gens à la maison. Nos restaurants étaient dans les maisons ou dans la ferme, dans les campagnes. Et si vous n'aimez pas le poisson, il y a tellement d'adresses où on peut manger de la viande ou des légumes. J'invite les gens à y aller. C'est comme un chanteur. Si demain, à l'époque, tu allais voir Johnny Hallyday, tu vas pas lui demander « Attends, moi, j'aime pas ce que tu fais, ou je n'écoute pas ça, est-ce que tu peux chanter du Cabrel ou de l'Édith Piaf ?» Non, mais on rêve. Bon. Et par exemple, sur certaines... moi, je respecte tout le monde, hein, végétarien, vegan. Si demain, je vais dans un restaurant vegan, est-ce qu'on va me faire un tartare de bœuf? Je pense pas, non. Alors, moi non plus. Alors, justement, je voyais le professeur Legrand sourire, et ça fait 2 fois qu'il salive en écoutant Christopher. Juste préciser peut-être, Christopher, que vous ne servez plus de viande du tout, parce que vous venez de le sous-entendre. Dire pourquoi et depuis quand, parce que ce n'est pas d'hier. Écoutez, on ne sert plus de viande au restaurant en produit phare. On va peut-être la travailler pour faire une sauce ou un boudin noir, coquille Saint-Jacques, ça marche à merveille. Parce que déjà, on a vu sur l'océan. Et je trouve que la cuisine est devenue de plus en plus psychologique. Voir l'océan, manger un pigeon, on va se demander ce que j'ai envie de raconter. Et puis, on recevait les gens à la maison. Moi, ma deuxième passion, c'est la pêche. Et si dimanche, journée de repos, tu viens manger le soir, je serai sûrement allé à la pêche et ça sera sûrement du poisson à manger. Je vais noter ça dans mon agenda parce que ça ne doit pas être mal, on l'a pas fait. Sophie, c'est important ce que vient de dire le chef, comme tout ce qui s'est dit autour de cette table, c'est en plein dans le sujet, c'est-à-dire que je me mets psychologiquement en rapport avec mon environnement pour avoir du plaisir. Ça marche comme ça? Oui, exactement. C'est ce dont on parlait tout à l'heure quand on parlait d'importance du contexte, en fait, à quel point le plaisir est aussi construit en fonction de ce qui nous entoure, du milieu dans lequel on se trouve, des gens avec lesquels on est. On va ressentir des choses différentes. Un même aliment face à la mer ou face à un mur blanc, clairement, on ne va pas ressentir la même émotion.
Sur cette façon justement de... Pour le, oui. je me permets de te couper. On parle beaucoup de plaisir, mais il y a aussi le mot gourmandise. Parce Alors, que j'entends le carré de chocolat, faut Très bien. pas dépasser. Sémantiquement, tatati. faisons la différence et on Moi, fera je te tourner. cache pas que moi, au niveau nutritionnel, personnellement, je suis zéro. Hein. Ouais. Alors après, je vais faire du sport à côté pour éliminer les moments de plaisir, de gourmandise et d'excès. Mais pour moi, un bon cuisinier, ça doit avoir tous ces vices-là. La gourmandise, l'excès, l'amour, le cœur. Et t'es Est-ce pas que au c'est carré des de vices chocolat d'ailleurs? près. Est-ce que c'est des vices? Professeur, est-ce que c'est des vices? Il doit avoir ces vices-là. Alors, Est-ce pas est-ce que mon c'est un domaine de vice ou est-ce que c'est compétence. pas un C'est vice pas mon d'être domaine gourmand? de compétence, mais je pense qu'on peut être gourmand, gourmet, tout ce que vient de dire Christopher, et ne pas prendre de risques nutritionnels. C'est tout à fait compatible. La gourmandise, si c'est le goût et la recherche de plaisir, c'est pas forcément associé à la quantité. Or, le danger venant de la quantité, pour ce qui concerne la prévention, il n'y a pas de problème. Oui, mais ce que je veux exprimer par là, c'est que quand vous venez chez moi, que vous prenez une dégustation à 12 plats, je pense qu'on est on dépasse un petit peu le côté nutritionnel acceptable pour la soirée, avec 2-3 bouteilles de vin et puis Pas par tout le personne, reste, c'est avec modération. Non, pour la table, bien sûr. L'équilibre, Mais, c'est pas sur 24 voilà, heures. là, Ouais. le petit carré de chocolat avec le côté un peu... Bon, là, on a dépassé, c'est sûr. Sophie Thiron. Oui, je voulais rebondir sur l'emploi du terme gourmandise. Ce que je trouve très intéressant, c'est la manière dont vous l'employez, avec l'idée que gourmandise est associée forcément à excès. Au péché. Et en fait, Au péché. oui, exactement, c'est les 7 péchés capitaux. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit qu'à l'échelle de l'histoire, c'est un terme dont la définition a évolué. À la Renaissance, il a apparu. Et en fait, le gourmet, c'était celui qui savait apprécier, reconnaître le bon vin. La gourmandise, c'était une forme de savoir. Et on voit qu'aujourd'hui, on oppose presque plaisir et gourmandise. Le plaisir est valorisé, là où la gourmandise, ça devient quelque chose qui engendre de la culpabilité. Donc je voulais juste rebondir sur cette remarque que je trouvais très intéressante. Mais c'est très bien, rebondissons. Et je voudrais bien que toutes les deux, mesdames, on rebondisse sur cet esprit de convivialité, parce que là, le chef vient de parler de repas partagés. Pourquoi justement cette notion de s'alimenter en groupe peut être un facteur de plaisir? Alors, qui se lance? La convivialité à table. La convivialité, c'est une vraie question parce que déjà, il y a vraiment les deux visions. Oui, pour certaines personnes, c'est sûr que ça va générer du plaisir et surtout, on a dit l'importance du contexte social qui va nous aider, en tout cas à favoriser le fait d'associer des émotions positives à ce qu'on mange si on est dans un contexte sympathique. Par contre, si vous mangez le même aliment avec des collègues que vous détestez un jour où vous êtes stressé, on est d'accord, les émotions seront moins importantes. Mais sur la convivialité, ce que je voulais dire, c'est qu'on a tendance aujourd'hui à voir ça comme quelque chose de positif, mais il y a presque une injonction à manger avec des gens, alors que par exemple, si on revient aux personnes âgées, il y a des recherches qui montrent à quel point c'est difficile de manger face à des gens en EHPAD qui nous renvoient une image qu'on n'a pas envie de voir en fait, et où à quel point des fois les personnes finalement préféraient manger seules pour retrouver leur dignité. Oui, Claire. Je confirme, effectivement, la convivialité, c'est, comme tu le dis très bien, une injonction. Et en fait, l'essentiel, c'est d'être dans le contexte qui nous convient. C'est ça qui est important. On le voit à tous les âges de la vie. C'est aussi important en cantine scolaire. Les enfants ne veulent pas manger avec n'importe lesquels de leurs copains. Il y a des tas de jeux qui se jouent. C'est la même chose en maison de retraite. En fait, la convivialité, c'est quelque chose qui doit nous satisfaire. Je reste avec vous justement parce qu'on vient de parler de la maison de retraite, on vient de parler des clients de Christopher, des enfants tout à l'heure. Est-ce que nos goûts évoluent au cours de notre vie? Est-ce que dans les études que l'on peut faire autour de ça, on peut voir qu'on va aimer quelque chose à une époque et qu'on l'aimera plus tard, qu'à l'inverse, Christopher a parlé des huîtres, qu'il aime beaucoup maintenant mais qu'il n'aimait pas enfant. Est-ce qu'on peut dire que c'est global et que nos goûts vont évoluer? Alors oui, nos goûts évoluent tout au long de notre vie parce qu'on va apprendre des nouveaux apprentissages, parce qu'on va découvrir de nouveaux aliments. Il y a quelques périodes clés où on sait que les goûts évoluent particulièrement. Alors c'est vrai que la cantine peut jouer un rôle important, alors en bien ou en moins bien, mais on va pouvoir imiter aussi ses pairs et puis finalement découvrir de nouveaux goûts qu'aiment bien mes camarades. L'entrée aussi, quand on se met en couple, c'est aussi une période de la vie où on a observé, on va être confronté au goût d'un autre et du coup ça va nous amener aussi à avoir une réflexion à nos propres goûts et ça évolue tout au long de la vie en fonction des cultures, des cuisines, des restaurants dans lesquels on va pouvoir manger finalement. Est-ce que ça veut dire qu'on est capable, nous les omnivores, de s'adapter à tout? Et je vous pose la question parce qu'on est ici, on le rappelle, dans un salon qui travaille sur l'alimentation de demain. Est-ce que demain, je vais plus apprécier de manger des insectes? Est-ce que je vais plus accepter
des algues ou est-ce que je vais avoir une éducation et je vais avoir besoin de m'habituer à ces nouveaux aliments? Et je sais que Christopher travaille des algues, on va en parler avec lui. Alors ça, c'est une excellente question. Il faut bien comprendre qu'on évolue aussi au sein d'une culture qui va définir ce qui est culturellement comestible de ce qui ne l'est pas. Et ça, c'est des leviers qui sont effectivement complexes et assez longs à changer. Pour les insectes, à mon avis... Juste un mot assez long dans votre terminologie, c'est quoi? C'est une génération ou c'est sur une vie d'une personne? C'est au moins 1 ou 2 générations, je pense, parce qu'il faut qu'il y ait des effets de transmission. Et les insectes, c'est une bonne question. Clairement, je vois mal des personnes âgées actuellement consommer des insectes. C'est vraiment pas dans leur culture alimentaire. Alors que peut-être chez des personnes plus jeunes, ça peut évoluer s'ils sont confrontés à ça. Mais il y a quand même à un moment donné des barrières, je veux dire, des barrières culturelles qui sont assez compliquées à franchir quand même. Un petit mot, Sophie Thiron, Oui, sur en ces... fait, j'allais préciser cette idée de culture, justement. On peut peut-être apprendre à tout aimer, mais on évolue au sein d'un groupe. Et donc, il y a cette idée d'apprentissage, mais il y a aussi des enjeux identitaires. Aimer ou ne pas aimer certains aliments, c'est dire « je fais partie de ce groupe-là ». Et donc, quand on dit « j'aime ça », par exemple, j'aime les insectes au sein d'un groupe où personne n'aime, c'est aussi s'exclure de ce groupe-là. Donc, comme vient de le dire Claire, il faut penser l'évolution à l'échelle de la grande population, quoi, pas juste d'une personne. Christopher, qu'est-ce qu'on fait de ces nouveaux produits qui vont arriver sur le marché? Est-ce que le chef que vous êtes les regarde un peu de loin, les prend tout de suite dans la cuisine et cherche quelque chose pour justement les utiliser? C'est quoi le rapport aux nouveaux produits, aux nouveaux aliments? Écoutez, nous, on travaille beaucoup les algues, qui sont des plantes et légumes marins. Pareil, pas besoin de terre arable, on en a en quantité astronomique. Il y a de la production à l'île de Ré, par exemple, hein, je crois. Oui, bien sûr, oui, Ouais. sur l'île de Ré, hein, ferme des baleines, ou en ramassage aussi avec des ramasseurs. Donc très sain pour la santé. Et, vous voyez, on travaille les algues avec la sardine parce que c'est un peu la base de leur alimentation aussi. J'aime bien travailler les plats dans ce sens-là. S'il y a un légume que va manger ce poisson-là, j'aime bien le travailler pour vraiment partir de la source, de son habitat, comment il s'alimente, et de le travailler à 100%. Est-ce qu'il y a besoin d'acculturer le client, comme vient de le dire la sociologue qui est à côté de vous? C'est-à-dire, est-ce que le travail de salle, aujourd'hui, qui est précieux, qui plus est en 3 étoiles, on sait le rôle que ça a, est-ce qu'il faut expliquer justement? Bien sûr, il faut l'expliquer. Alors c'est vrai que les gens nous font confiance. Hein. Quand ils rentrent au restaurant, ils se laissent porter, ils se laissent faire. Ils sont d'une très belle curiosité. Et c'est vrai qu'on l'explique. Après, c'est très joliment dressé. Et, ils goûtent et puis ils en sont convaincus. Mais on parle depuis le début de l'apprentissage du goût. Le palais se construit, je crois que chez l'enfant, c'est à l'âge d'1 an, il commence à vraiment enregistrer les choses, et ça tout au long de sa vie. Donc je pense qu'il y a l'effet curiosité aussi qui est important chez la personne à qui on va préparer ce plat-là. Philippe Legrand, qu'est-ce qu'on a comme regard aujourd'hui en matière nutritionnelle pure sur justement ces produits, les algues, les insectes? Commençons par les algues. Est-ce que c'est sain déjà? Oui, mais de manière générale, l'évolution de l'omnivore, c'est d'être toujours plus omnivore. Donc je pense qu'au-delà des aspects goût, convivialité, etc., on est en droit d'en attendre aussi un bénéfice nutritionnel, c'est-à-dire il y aura des molécules venant d'insectes. Alors pour l'instant, ce n'est pas très étayé. Il faut reconnaître qu'il n'y a pas de miracle attendu chez les insectes. Mais étant donné que l'omnivore, même actuel, il a encore des déficits. Il y a des choses qu'on découvre dans les laboratoires. Ce ne sera pas des nutriments nouveaux, des nouvelles vitamines. Mais quand quelqu'un fait de l'éviction, la médecine lui dit « faudrait que tu aies des gélules de ceci ou des gélules de cela ». Donc on respecte les choix, il n'y a pas de problème. Mais on ne sait pas encore si certaines molécules ne vont pas améliorer la nutrition. Donc comment se protéger pour ne manquer de rien? Eh bien, c'est de manger tout. Mais tout, ça veut dire toujours plus de variabilité. Donc oui, découvrir des algues pour obtenir par exemple le DHA, le dernier des oméga 3, parce qu'il y en a dans le poisson, mais il n'y a pas tant que ça de poisson dans la mer. Attendre de nouvelles graines, des sources d'équilibre nutritionnel vers des antioxydants, etc. Des nouvelles viandes, des nouveaux produits animaux. Et donc, l'avenir de l'omnivore, je parle sur l'aspect scientifique, c'est d'être toujours plus omnivore et de goûter à tout. Et là, les bénéfices nutritionnels qu'on est en droit d'en attendre rejoignent les bénéfices gustatifs et sociologiques, y compris la convivialité. C'est très triste, je trouve, dans le pays du monde où sans doute on mange le mieux, où il y a de quoi manger, de voir des adolescents, parce qu'ils sont jeunes, orthorexiques, c'est très triste, donc il faut vraiment les aider. En quoi c'est triste?
C'est triste parce qu'ils sont malheureux, c'est tout, c'est une souffrance. C'est pour eux que c'est triste. Mais est-ce qu'ils le souffrent, est-ce qu'ils le vivent comme une souffrance? Ah oui. L'orthorexie, c'est quand l'obsession de manger sain devient malsaine au sens du bien-être de la personne qui mange plus ça, qui mange plus ça. Et sur la convivialité, quand un lycéen ou une lycéenne ne peut plus manger à la cantine parce que c'est la terreur à l'approche de l'assiette, oui, c'est très triste. Donc le citoyen, père et grand-père, tout le monde veut que ça s'améliore, et pas en punissant ni en rien du tout. Mais je trouve ça très triste. Parce que nos grands-parents, eux, ils avaient du mal à trouver la nutrition complète. Ils ont eu froid, faim, ils ont jeûné. Et puis là, il y a tout. Et malgré tout, notre société peut faire des orthorexiques. C'est dommage, c'est très triste, il faut résoudre. Alors pour ceux qui ne sont pas victimes de cela, on a en revanche un mélange des genres. On a entendu des choses très excitantes à l'instant. On parlait des algues avec les sardines. On a parlé tout à l'heure du boudin noir peut-être avec des langoustines. Est-ce qu'on est prêt à manger tout et à s'ouvrir? J'aimerais bien qu'on parle d'une pizza à l'ananas. C'est pas un hasard. Vous avez travaillé sur ce sujet. Je trouvais ça vraiment intéressant. Pizza, pour le chef, c'est une hérésie. C'est quoi une pizza à l'ananas? Non, en fait, on peut tout faire dans la cuisine. C'est juste le dosage à trouver. Un homard à la vanille, ça peut être extraordinaire. Le canard à l'orange, vous savez, on n'a pas inventé beaucoup de choses. Hein. C'est comme le terre-mer, filet de bœuf aux langoustines, escoffier. Tout ça, c'est possible, mais il faut doser. Alors, ma pizza à l'ananas, c'est une hérésie. Non, je vous parle de ça parce que vous avez bossé là-dessus. Je ne sais plus si c'est en Islande ou en Norvège, il y a un Premier ministre qui a voulu légiférer pour les interdire, je crois. Exactement, non, mais c'était une blague. En fait, en Islande, le président a dit sur le ton de la blague à des lycéens qu'il allait mettre en place une loi pour interdire la pizza à l'ananas. C'était sur le ton de la blague et finalement, ça a fait scandale sur les réseaux sociaux parce qu'on a dit non, mais le président ne peut pas légiférer sur quelque chose comme ça. Mais en effet, la pizza à l'ananas, c'est quand même un très bel objet, je trouve, pour étudier les goûts et dégoûts alimentaires, parce que ce qui est fou, c'est que tout le monde a un avis sur la pizza à l'ananas. Alors que je ne vais pas vous demander, est-ce que dans votre soupe, vous mettez des carottes ou non? Mais par contre, est-ce que sur votre pizza, vous mettez de l'ananas ou pas? Là, ça fait débat. Et donc, c'est très intéressant pour étudier comment les goûts et dégoûts se construisent. Pourquoi ça fait débat, Sophie? C'est parce qu'on va justement, comme disait le chef, à l'encontre de quelque chose de culturel. Qu'est-ce qui fait que ça fait débat? En fait, il y a plusieurs enjeux. Mais en effet, il y a des enjeux identitaires. Déjà, se déclarer comme mangeur de pizza à l'ananas ou pas, c'est revendiquer l'appartenance à certains groupes. Ça peut aussi être vu comme une critique d'une certaine forme d'alimentation, parce que la pizza à l'ananas, c'est aussi mélanger des catégories un peu sacrées, hein, le salé-sucré, le sain, malsain, etc. Et puis peut-être, pour certains, ça peut être vu comme un stéréotype, entre guillemets, de la mondialisation. Au Brésil, c'est appelé la Californie, donc ça dit bien aussi à quel point c'est lié à un certain imaginaire qui peut être rejeté. Et ce qui est intéressant sur cet objet d'étude, c'est que ça montre à quel point les goûts et dégoûts se basent sur plusieurs choses, des enjeux identitaires, un imaginaire et même des enjeux politiques, et ça peut porter une critique. Alors justement, le mot est prononcé, le dégoût. On n'a pas encore parlé de ce dégoût, on va avancer tranquillement vers la fin de cette rencontre. À quel moment on parle de dégoût et qu'est-ce qui déclenche le dégoût par rapport à tout ce qu'on vient de voir? Alors, le dégoût, il peut avoir, on va dire, grosso modo, deux origines. Soit c'est un dégoût culturel, parce qu'effectivement, c'est un aliment qui n'est pas défini, enfin, c'est on va dire, un composé qui n'est pas défini comme un aliment dans ma culture. Donc, typiquement, chez nous, on ne va pas manger d'écureuil. Aux États-Unis, on ne va pas manger de lapin. Ça va créer des vraies réactions de dégoût, et on est aussi un peu pas loin de ces questions identitaires et de je mange ou je suis ce que je mange. Ça, c'est une première chose. Les insectes peuvent générer effectivement du dégoût parce que ce sont des aliments rampants, pas forcément très sympathiques, etc. Et ensuite, on a un dégoût qui est plus, on va dire, physiologique. C'est quand je mange quelque chose qui me rend malade, qui me fait vomir. Là, je développe vraiment un dégoût, une aversion très profonde et qui va en général durer toute la vie. Du fait, en fait, là, c'est un mécanisme protecteur. J'apprends à apprendre que cet aliment a un effet négatif pour moi. Alors, là, on est sur un effet de rejet, on va dire, physique. Vous parliez de l'autorexie tout à l'heure, professeur. Est-ce que l'autorexie n'est pas aussi un facteur de dégoût? C'est-à-dire qu'il ne peut pas être un déclencheur de dégoût? C'est-à-dire qu'on va se dégoûter soi-même. Comment ça fonctionne par rapport à ça? Là, je ne suis pas qualifié pour mais dire ça. Non, mais c'est important parce que, c'est-à-dire que le dégoût peut desservir le fait que j'ai une mauvaise nutrition. Oui.
Oui, oui, non, je n'ai pas de données. En plus, l'orthorexie, c'est relativement récent. Oui. Ça vient d'être classé, je crois, comme maladie, mais c'était encore discuté. C'était donc pas le cas il n'y a c'est pas évident. longtemps. Par contre, je voulais rebondir sur ce que disait Claire. Il peut y avoir du dégoût, mais il y a aussi de l'appétence d'origine nutritionnelle sans forcément la saveur. C'est-à-dire, dans le monde Définition. animal, Oui. si vous carencez des rats en tel ou tel acide aminé, c'est des travaux de vos collègues de Clermont-Ferrand, eh bien, il va choisir, alors pas comme ça du premier coup, mais s'il a le choix entre plusieurs mangeoires, il va, au bout de quelques jours, aller cibler la source qui lui permet de solder sa carence. Et ça, c'est vrai, je crois, depuis la fourmi jusqu'à l'omnivore. Donc, certains disent, oh, c'est les petites fringales des femmes enceintes. Je ne sais pas si ça a une validité aussi Vous voulez répondre ? rigoureuse que chez le rat, mais ça veut bien dire qu'un manque physiologique conduit à une consommation typée au-delà des goûts, mais c'est la soif physiologique. Claire Sulmon-Rosé pour la réponse. Oui, tout à fait. Alors c'est vrai qu'on parle des dégoûts, des aversions liées à un effet négatif, mais il y a aussi effectivement des préférences liées à un effet positif. Il y a une expérience où vous proposez aux personnes de la soupe qui a basse teneur calorique, qui a par exemple l'arôme petit pois, et une soupe qui a haute valeur calorique, qui va avoir un arôme tomate par exemple. Vous leur présentez plusieurs fois de suite. Leur organisme va enregistrer l'association entre l'arôme et la teneur en calories. Et ensuite, si vous leur proposez de choisir entre ces deux soupes, s'ils ont faim, s'ils sont dans un état avant un repas, ils vont plutôt aller vers la soupe donc qui a l'arôme associé à la haute teneur en calories. Au contraire, si c'est à la fin d'un repas, ils vont plutôt aller vers la soupe à basse teneur en calories. Ça veut dire qu'on est capable d'associer un goût, une flaveur à un contenu nutritionnel et qu'en plus, l'expression de cette association va varier selon votre état physiologique. Moralité, l'organisme est quand même super bien fait. Oui, Sophie, je voyais réagir par rapport au dégoût. Oui, exactement. Sur les déterminants du dégoût, donc évidemment, il y a les aspects culturels et identitaires, comme mes collègues l'ont souligné, mais il y a aussi l'aspect physiologique que je trouve très intéressant, qui vient du fait qu'on a tous des récepteurs sensoriels différents. Et par exemple, sur la coriandre, certains d'entre nous ont la capacité à capter des molécules qui composent l'odeur de la coriandre, qui sont les mêmes que celles du savon. Donc pour une partie de la population, la coriandre a un goût de savon, alors que pour d'autres, ça génère un grand plaisir parce qu'on n'a pas les mêmes récepteurs sensoriels. Ça a quel goût la coriandre, chef? Oh non, mais moi, tu sais, je suis bon public, hein, j'aime tout, donc tu peux me demander ce que tu veux. Non, mais j'adore la coriandre, voilà, ça fait partie des fines herbes et avec des saveurs incomparables, donc... Je reviens, j'ai interpellé Christopher par rapport aux herbes. Je reviens sur cette notion justement de dégoût. Est-ce que ça veut dire que c'est pas le produit qui porte le goût ou le dégoût et que c'est nous? Oui, pour moi, c'est clairement l'interaction entre la personne et l'aliment. Il n'y a pas d'aliment qui est intrinsèquement bon ou pas bon. C'est des perceptions qu'on construit. Donc déjà, on va avoir la perception sensorielle. Et une fois qu'on a les informations arrivées au cerveau, on va apprendre, comme on l'a dit depuis tout à l'heure, à associer des émotions positives ou négatives. Vous êtes d'accord avec cette analyse, Claire Sulmon-Rosé? Complètement. Je pense qu'effectivement, il y a l'aspect sensoriel, physiologique et culturel, et que c'est l'interaction entre un aliment et un individu sur ces trois dimensions qui va finalement générer des préférences ou des aversions ou des goûts alimentaires. Est-ce qu'on peut revenir sur cette notion de goût et de dégoût et revenir à notre départ sur justement cet apprentissage? Je vais prendre un exemple, c'était une étude d'hier. On a vu qu'aujourd'hui, les dentistes au niveau national s'inquiètent de ce qu'ils appellent les caries soda. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça. En fait, on se rend compte que des mamans nourrissent au biberon des enfants en France, pas aux États-Unis, hein, c'est une étude qui est sortie hier, avec du coca parce que ça endort le bébé et que c'est du sucre. Est-ce que ça veut dire que ces enfants, et je reviens à ce qu'on s'est dit tout à l'heure, peuvent être à un moment dégoûter du produit ou à l'inverse être dépendant au produit? Comment on réagit justement au fait de recevoir régulièrement, puisqu'on parlait tout à l'heure de le présenter 7 fois, c'est ça? Est-ce qu'une fois qu'on a goûté, puisqu'on dit que nos goûts évoluent, est-ce qu'on va garder ce goût pour le soda ou est-ce qu'à un moment on va se dire oh, c'est bon, j'en ai tellement eu enfant que j'en veux plus? Comment on réagit là-dessus?
Alors, déjà, il faudrait faire une étude dans 10 ans pour voir ce que ça donne. Donc, on peut s'inspirer de d'autres études qui ont regardé l'exposition à des odeurs de façon très précoce. Il y a une étude qui a été faite par Benoît Schall où il a demandé le système olfactif est fonctionnel à partir du 7e mois de la grossesse. Donc, il a demandé à des femmes enceintes, un premier groupe de femmes enceintes, de consommer des bonbons à l'anis pendant la fin de leur grossesse. Et puis à d'autres femmes enceintes de ne pas les consommer. Il a testé l'appétence, on va dire la préférence des bébés, donc des nouveau-nés, pour une odeur d'anis versus une autre odeur, par exemple l'odeur de vanille. Et il a montré qu'effectivement une exposition extrêmement précoce, donc dans le ventre de la mère, à l'odeur d'anis, entraînait une préférence pour l'odeur d'anis après la naissance, qui était conservée. Il a fait plein de travaux où il a effectivement montré qu'une exposition précoce entraîne une préférence. Là, ce qu'on ne sait pas finalement, c'est ça a été observé après la naissance, quelques semaines, quelques mois après la naissance, mais on ne sait pas du tout ce que ça va donner dans 10 ans, dans 20 ans. En fait, il n'y a pas eu d'études à si long terme. Donc là, on n'a aucune idée de ce que ça peut donner. Est-ce qu'on peut revenir sur la notion de plaisir et conclure cette matinée d'échange avec la notion de morale? Parce qu'on n'a pas encore pris ce mot-là. On a l'impression que dans une société qui est de plus en plus moralisante, qui nous donne de plus en plus de conseils, est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que notre alimentation est impactée par cette morale de la société? Oui, et même le plaisir. C'est-à-dire que le plaisir est acceptable socialement que si c'est un plaisir nutritionnement correct, un plaisir socialement correct. Donc on l'a dit, manger tout seul, se goinfrer tout seul, ça peut être très mal vu. Un plaisir même environnementalement correct aujourd'hui, ça devient de plus en plus mal vu de dire j'adore manger ou je prends un grand plaisir à des aliments qui éthiquement sont considérés comme incorrects. Donc oui, une forte moralisation de l'alimentation et du plaisir qui est vraiment cadrée par un certain nombre d'injonctions. Sur cette éthique, Christopher, le pêcheur que vous êtes est très vigilant, on l'a vu dans le reportage, je l'ai dit tout à l'heure, la saisonnalité, mais pas que. Est-ce qu'aujourd'hui vous êtes victime ou acteur de ce changement moral par rapport au prélèvement, par exemple, de la pêche? Comment vous vous positionnez? Vous dites oui, mes clients l'attendent, ou non, je suis acteur et je pense qu'il faut protéger la ressource tout en donnant du plaisir, donc je coupe certains produits de ma carte de temps en temps. Oui, bien sûr, on est acteur à 200%. La mer a des saisons. Vous savez, manger un bar au mois de février, c'est comme manger une tomate au mois de décembre. Il n'y aura aucun plaisir. On le sait moins, je crois. Oui, mais on le sait moins parce que c'est vrai qu'on regarde la mer, c'est joli, ça brille, mais on ne voit pas en dessous. Et il y a une vraie saisonnalité. Pour donner un exemple, le bar va partir en période de frais sur les frayères vers Rochebaune au large, fin décembre. Donc à fin décembre, il arrête de se nourrir parce qu'il va partir se reproduire. Donc il se rassemble en masse de plusieurs milliers d'individus, ils se reproduisent. Et ils vont commencer à se renourrir vers le mois de mars, début avril. Donc manger un bar au mois de février, il est fatigué, il est fibreux, il est nerveux, il n'a pas de gras. Le gras, c'est le goût et le moelleux sur le produit. C'est pas le professeur qui veut dire le contraire. On compare avec la tomate au mois de décembre. C'est bourré de médicaments, de produits. Ça a été éclairé, chauffé toute l'année. Donc au niveau responsabilité, parce que nous, on nous interdit de chauffer nos terrasses, mais on a le droit de chauffer et d'éclairer des centaines de mètres carrés de serre qui empoisonnent le consommateur derrière, entre parenthèses. Et elle n'aura pas de sucre, elle n'aura pas de goût, elle n'aura pas de vitamines. Et dans les produits marins, c'est exactement la même chose. On prend les coquillages. Les coquillages, là, comme les moules. Moi, je commence les moules début juillet, quand elles sont bien charnues, qu'elles ont filtré le plancton, qu'elles se sont renourries, parce que l'hiver chez nous, l'eau est beaucoup plus froide, il y a beaucoup moins de nourriture, et elles sont en période aussi de reproduction. Donc oui, c'est un vrai cycle et on est acteur, parce qu'on l'explique aux clients, on leur donne le meilleur, et c'est toute une chaîne qui se met en action. Donc cette protection environnementale est aussi un facteur de plaisir. Je voulais que vous vouliez réagir, Sophie. Oui, exactement. Alors, je comprends qu'il y ait des facteurs entre guillemets physiques, chimiques qui puissent expliquer que le plaisir soit lié à la saisonnalité, mais je pense qu'il y a aussi cette construction sociale qui est en montante dans la société actuelle, qui est qu'aujourd'hui on va culpabiliser de plus en plus et la moralisation environnementale est de plus en plus forte. Manger une tomate en hiver, aujourd'hui ça peut générer beaucoup de culpabilité, là où il y a 30 ans on en parlait beaucoup moins. Donc je pense qu'il y a des facteurs physiques,
chimiques qui expliquent cette saisonnalité du plaisir, mais aussi des facteurs sociaux et la construction de ce qui est un bon plaisir ou pas, ou qui va générer de la culpabilité. Allez, on va pouvoir commencer à conclure cette rencontre. J'aimerais bien qu'on ait un petit tour de table sur optimiste ou pessimiste sur le fait qu'on puisse continuer encore à 10 ans ou à 15 ans, puisque je le rappelle, on est ici au centre d'un salon qui se penche sur les aliments de demain. Est-ce que notre alimentation demain va nous faire perdre du plaisir, ou est-ce que vous pensez qu'on gardera le plaisir à manger, ou que ce qui va arriver va nous le faire perdre, que ça soit parce qu'on va faire de la poudre d'insectes pour aller chercher les protéines et autres nécessités pour notre corps, ou est-ce qu'on va réussir à l'entretenir avec la longue expérience que vous avez parlé de cette adaptabilité de l'omnivore? Vous commencez, Claire? Bon, moi, je suis optimiste de nature, donc je vais répondre optimiste. Je crois que c'est quand même pas mal dans les gènes, de toute façon, des Français d'avoir du plaisir à manger. C'est une chance. C'est quelque chose qu'on continue de voir dans les générations actuelles. Moi, je continue de le voir avec les jeunes qui m'entourent. Je rejoins ma collègue avec l'idée qu'il faut se garder d'une moralisation trop stricte sur l'alimentation. On a eu longtemps des discours effectivement nutritionnels assez moralisateurs contre lesquels on continue de se battre. Il faut faire attention effectivement à ne pas avoir de discours moralisateurs vis-à-vis de l'environnement. Et je pense que le levier, c'est d'aller vers des leviers positifs, effectivement. C'est bon de manger des produits de saison parce qu'ils sont meilleurs pour X ou Y raison, plutôt que c'est pas bon de manger des produits hors saison pour telle et telle raison. Il faut vraiment garder cette idée de valoriser, expliquer et rester dans un discours positif pour qu'effectivement on continue de manger heureux pendant très longtemps. Allez, Philippe Legrand, je le rappelle, le coup de pied dans le plat. Est-ce qu'on va te donner un nouveau coup de pied dans le plat pour rester heureux à table, ou est-ce que la partie est perdue? Est-ce que vous optimiste ou pessimiste? Optimiste total. Il y a des petits dégâts collatéraux, mais ils sont transitoires. Ça, c'est une opinion, hein. Là, je ne m'exprime pas comme scientifique. Néanmoins, les deux piliers pour justifier mon optimisme, c'est le bon sens, le caractère omnivore, le plaisir, ça donne une partie de la santé, hein. Quelqu'un avait dit la santé, c'est le bien-être, c'est la vie dans le silence des organes. C'est un peu réducteur, sous-entendu, on a mal nulle part et on n'a pas de pathologie. Mais c'est plus que ça, c'est le bien-être en plus. Donc le premier pilier, c'est le bon sens et la recherche du plaisir. Et il peut y avoir des tas de gens tristes ou moralisateurs ou puritains, tout ce que vous voulez, qui passent des messages. Je pense qu'ils ne touchent pas grand monde dans le fond, parce que les stats le montrent d'ailleurs. Par contre, ils sont médiatiques. Et le deuxième point, c'est que ce soit la pêche, ou les connaissances nutritionnelles, c'est la science. Et là aussi, on a un petit déficit en ce moment, parce que la parole scientifique, finalement, elle est mise un peu en cause, ou en tout cas, elle a du mal médiatiquement, sauf aujourd'hui. Et ça, par contre, c'est le respect des données scientifiques qui permettent justement d'étayer aussi l'optimisme, et ça va revenir. Et quand je dis la science, je ne parle pas de la science nutritionnelle, je parle de la façon dont se fait le cycle de vie du bar sur une année. C'est de la science, donc ça doit convaincre, et donc optimisme. Allez, Sophie Thiron. Oui. Lequel des deux mots? Alors, moi, pareil, je suis de nature optimiste, donc je vais répondre optimiste, mais ce qui m'intéresserait, en fait, sur cette question de la projection dans l'avenir, c'est surtout comment le rapport au plaisir va évoluer et sur quoi on va se faire plaisir dans 15 ans. Est-ce que ce sera comme aujourd'hui? Est-ce qu'on va avoir changé? Est-ce qu'on aura le droit de se faire plaisir que sur certains aliments? Ça, pour moi, c'est un peu ça la question, mais je conclurai quand même sur un peu rebondir ce que viennent de dire mes collègues. Le plaisir et les émotions positives, c'est la vie, donc je vois pas pourquoi ça s'arrêterait. Allez, Christopher, vous n'êtes pas toujours optimiste, vous, sur la ressource des matières premières? Non, mais comme tu l'as dit, Stéphane, mes premières criées, j'avais 3 ans. Et j'y suis tous les jours, donc je vois l'évolution de ce qui arrive dans nos ports, hein, quand même. Hein. Donc un peu pessimiste. Ouais. Je pense qu'il y a beaucoup de lois qu'il faudra revoir. Pêche professionnelle, taille légale de capture du bar de 36 cm. Le bar se reproduit à partir de 42. Moi, plaisancier, taille légale de capture du bar, 42, avec 2 bars par pêcheur qu'on a le droit de garder. Et donc, je suis sur l'eau toutes les semaines. D'accord. Et je connais un peu les chiffres. 1 degré de plus sur Rochebonne à la période de reproduction des bars, toutes naissances seront des femelles. On est passé de 60 millions de naissances de sardines dans le sud de la France à 20 millions. Avortement, stérilisation des poissons à cause des microparticules de plastique. Ouais. Pêche industrielle. Le 3e plus grand bateau au monde industriel sous pavillon australien, ouais, qui a rebalancé 400 000 individus de merlus nés l'année d'avant. Parce qu'il avait le quota de merlus, mais il avait le droit de pêcher dans nos eaux et de continuer à pêcher. 400 000 individus, hein.
Donc c'est des nappes phréatiques qui flottent à la surface. Ce serait comme chasser au char d'assaut et au bazooka et à la grenade et ramasser ce qu'on avait besoin. Je pense que nos forêts ne seraient pas dans la capacité et la possibilité de subvenir à nos besoins, tout simplement. Qu'est-ce qu'on en retient de cet état des lieux, effectivement, qui est inquiétant et que vous défendez justement à l'inverse, Christopher? Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous êtes pessimiste sur notre ressource et que vous vous dites demain, on n'aura plus le plaisir de manger du poisson? Ou est-ce que vous gardez une petite note d'optimisme en disant on va trouver des solutions? Non, on garde une petite note d'optimisme. Moi, j'ai constaté que maintenant, on mange bien dans le monde entier. Avant, il y avait vraiment des pays qui ressortaient parce qu'il y a la culture. Mais bon, les chefs ont migré à droite, à gauche. Mais comme le vin. Aujourd'hui, on fait du super vin dans beaucoup de pays du monde. Donc, il y a une qualité qui augmente. Mais pour faire la cuisine, comme je dis à mes cuisiniers, je ne suis pas magicien. Je n'ai pas une baguette magique, je tapote et ça va redonner les lettres de noblesse au produit et lui redonner une qualité. Quand je vois sur certains saumons d'élevage, on met un label rouge, c'est criminel. C'est arrosé aux pesticides. Il y a des catalogues pour choisir la couleur de chair selon les pays du monde. Parce qu'il y en a qui les veulent plus rouges, plus orange, plus machin. Niveau qualitatif, on en est loin. Au bout de 3 ans, on est obligé de déménager les filières. Il n'y a plus un coquillage ni un ver de sable qui vit. Faire de la qualité en mangeant du poisson d'élevage, pas pour possible. moi. Hein. D'accord. Allez, on finit sur une note de plaisir. Ça sera vous qui aurez le dernier mot, Christopher. Faites-nous rêver, c'est bientôt l'heure de passer à table. On salue ceux qui nous suivent. Vous pouvez partager évidemment cette émission qui va être sur le site de l'agence alimentaire de sudouest.fr, de tv7.com. Vous pouvez la partager, en parler à vos amis, en regarder une partie si vous avez loupé l'épisode sur les cantines ou sur d'autres sujets liés aux lipides ou au gras ou sur les analyses sociologiques. Allez, une petite note qui nous fait tous rêver, Christopher, puisqu'on parle de plaisir. Votre plat à vous. Dans votre carte ou en dehors de la carte, le plat plaisir pour le chef Christopher Coutenceau, c'est quoi? Écoutez, en ce moment, c'est la déclinaison de céphalopodes. Donc, dans le fond de l'assiette, on fait une rougaille très très moelleuse de blanc de sèche. Dessus, on vient dresser les petits casserons en cornets, tentacules de poulpe au feu de bois, petit artichaut violet, petits pois et olives d'Italie. Sur une petite réglette, on sert un petit chipiron en tempura panko. Donc une tempura très très croustillante, appliquée dans une petite sauce gribiche. Et à côté, on sert le sperme de sèche travaillé comme une pomme de terre soufflée, très croustillant, très soufflé, qui apporte un côté beurré et la texture au plat. Et on sert ça avec un jus de poisson de roche au safran de l'île de Ré. Allez, on est presque prêt à y aller. On met quoi comme si Nicolas Brossard était là, sommelier associé, il nous conseillerait quoi? On boit quoi avec ça? Par exemple, parce qu'on est un petit peu chauvin aussi, on a beaucoup évolué au niveau de la vigne dans notre région. Donc, par exemple, un Ampelidae en K ou en S de chez Thierry Brochet, qui est fait en Vendée et qui est un des plus beaux sauvignons du monde aujourd'hui. Allez, c'était notre dernier mot. C'était un petit clin d'œil à la Vendée. C'est pas là qu'on va chercher forcément les vins, mais c'est vrai que chez Coutenceau et Nicolas Brossard prônent souvent et depuis de nombreuses années avant la 3e étoile, ces vins de Vendée. Nous, on vous donne rendez-vous évidemment régulièrement sur les sites sudouest.fr, tv7.com, mais aussi le 6 octobre, puisqu'on aura une autre rencontre de l'alimentation. Elle sera depuis Bordeaux. Les experts qui seront présents à cette date-là seront connus prochainement. Suivez-nous sur les réseaux sociaux. Je vous remercie, mesdames, messieurs. On peut vous applaudir. Très bonne fin de journée. Bon salon.